Bonsoir et merci d'être là pour nous écouter, pour écouter la bonne parole concernant les collections de dessins. Effectivement, c'est une table ronde avec des approches très différentes. Nous avons des intervenants très différents et nous allons essayer de parler de la vie d'une collection, c'est-à-dire de sa formation jusqu'à sa dispersion. Donc je sais que la dernière partie est toujours difficile à aborder, mais je sais que le public nous le demande chaque année, puisque chaque année nous organisons des tables rondes dans ce cadre de Drawing Now, et je répète que cette édition de Drawing Now est particulièrement spectaculaire, et en tant que journaliste et directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, je voulais juste féliciter Christine Fall de la qualité, encore une fois, de l'édition de cette année, qui pour moi est probablement la plus belle édition que j'ai vue ici, et d'autant plus dans ce cadre du Carreau du Temple. Alors cette table ronde intitulée autour donc de la notion de la vie d'une collection de dessins va nous permettre à la fois de parler de dessins anciens, puisque nous avons un spécialiste de dessins anciens, même si le sujet général... Venez vous installer, il y a de la place. Même si le sujet général est plutôt sur le dessin contemporain, Suzanne, il y a de la place au premier rang, n'hésite pas, venez, voilà, ça y est, vous voyez, la salle sera vite remplie. Donc nous avons... Pour les derniers qui arrivent, je vais faire la présentation de nos intervenants. Nous avons 5 personnes. Véronique Souben, qui est à ma gauche, qui est directrice du FRAC Haute-Normandie depuis 2011, et elle va pouvoir nous parler de la constitution de cette collection d'une institution française. Juste à ma gauche, Gilles Fuchs, qui est collectionneur du prix du président de l'ADIAF, l'association des collectionneurs français, et à ce titre, il connaît l'ensemble de ces collections plutôt secrètes et va pouvoir nous parler de ses formations et ses manières d'exposer ses collections privées. Il est aussi responsable du prix Marcel Duchamp, qu'il anime sans relâche depuis des années, et désormais le prix Marcel Duchamp est totalement reconnu à l'international. Il fait même circuler le lauréat à l'international. Donc là, c'est une grande chance que nous avons, c'est une émanation du privé, alors que Véronique, elle, va nous parler plutôt de la position du public. À ma droite, Benjamin Perronnet, qui est le directeur du département international des dessins anciens chez Christie's. Il était à Londres, il arrive à Paris. Il va nous parler peut-être, si on est très à cheval sur l'actualité, des résultats des ventes d'aujourd'hui et nous dire quelles sont les tendances du marché en ce moment et aussi pourquoi les ventes aux enchères profitent de tous ces événements de cette semaine du dessin à Paris et quel est l'impact entre les foires et les ventes publiques. Et complètement à ma droite, Aurélie Deplu, qui est responsable du mécénat artistique à la Société Générale. Vous connaissez tous la banque, peut-être que vous ne connaissez pas la collection. Je vous engage à aller jusqu'à la Défense pour voir les œuvres, puisque c'est une collection, et d'ailleurs il y a des images qui vont défiler régulièrement derrière nous, mais c'est une collection qui est visible par le public, et elle bénéficie d'accrochages réguliers, et ces œuvres sont dans tous les bureaux, dans tous les lieux accessibles de la banque, donc il ne faut pas hésiter et s'inscrire dans des visites qui sont organisées pour voir ces achats donc d'une entreprise. Alors, le titre « Faire vivre une collection de dessins » dit bien ce que c'est, de sa naissance jusqu'à sa dispersion. On va essayer d'aborder en 4 temps, si vous le voulez bien, ces moments forts que sont la constitution, la conservation, la présentation et la transmission. Donc 4 temps qui vont rythmer ce moment où nous sommes ensemble. Nous vous laissons la parole bien évidemment à la fin. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque absolument à cette présentation, n'hésitez pas à lever le bras, nous avons des micros pour les faire circuler. Je préfère, si vous voulez, qu'on se garde la fin du débat pour une discussion avec la salle. C'est quand même plus pratique, ça nous permet d'avoir une sorte de fil conducteur. Alors, je commence la Constitution et j'ai envie de demander à Benjamin, qui est à ma droite, de nous parler et de nous dire, puisque vous connaissez bien aussi bien le dessin ancien que le dessin moderne ou contemporain, est-ce qu'il y a une grande différence dans la formation de ces collections de dessins? Est-ce que
dans l'Ancien Régime, ou pour être plus précis, au début des grandes collections d'art moderne, il y avait une démarche différente d'aujourd'hui. Est-ce que le collectionneur d'aujourd'hui est soumis à la même passion, au même désir d'acquérir et de faire des ensembles cohérents? Alors, moi-même, je m'occupe donc du département des dessins anciens et du 19e à Christie's. Donc, c'est plus là-dessus que je connaîtrais un peu ce qui se passe. À mon avis, la démarche est la même. La démarche, elle est de la passion et de la passion de l'œuvre sur papier. Ensuite, la fonction du dessin peut être un peu différente selon les périodes. Et donc, les collections sont aussi un peu, finalement, aussi un peu différentes. Ce qui est la plus importante différence, c'est que l'offre est complètement différente. C'est-à-dire que dans le dessin ancien, le gros problème qui nous guette, c'est la raréfaction de plus en plus importante de l'offre, des choses qui apparaissent sur le marché. Et finalement, même si on ne peut, je sais qu'on parle souvent de cotes, mais en termes de dessin ancien, on ne peut quasiment plus parler de cotes finalement. C'est tout selon l'objet, puisqu'il y a une telle raréfaction des choses. Lorsqu'on voit un dessin allemand du XVIe siècle, il n'y a pas de comparable pour dire telle valeur. Et donc, les collectionneurs de dessins anciens, finalement, sont obligés de prendre ce qu'il y a selon les circonstances. Est-ce que dans l'art ancien, ou est-ce que sous l'Ancien Régime, il y avait des collectionneurs monomaniaques, comme aujourd'hui, nous avons des collectionneurs exclusivement de dessins? Est-ce que, à l'instar d'un Crozat, par exemple, qui avait fait une immense collection de dessins 18e, est-ce qu'il y avait des collectionneurs de dessins? Absolument. Peut-être, en tout cas, en ce qui concerne le dessin ancien, c'est tout à fait vrai. Nous avons des collectionneurs intéressés uniquement par le papier, et très souvent, ces collectionneurs-là n'ont que très peu de tableaux. Alors bien évidemment, parfois il y a des exceptions, ils ont un ou deux tableaux, une ou deux sculptures, mais leur intérêt est complètement le dessin. Et d'ailleurs, en termes de... Les maisons de vente adorent ce terme de crossover entre les différentes catégories. Il y a finalement beaucoup plus de crossover avec le dessin moderne et contemporain qu'il y en a avec le tableau ancien ou les autres catégories. Aujourd'hui, il y a tellement peu de choses dans le champ des dessins anciens que les collectionneurs se dirigent aussi de plus en plus vers le dessin moderne, vers le dessin contemporain. Et aujourd'hui, les plus grands collectionneurs du monde, finalement, souvent, n'arrivent plus à être encyclopédiques comme ils le voulaient dans un domaine particulier. Il y avait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, des dessins uniquement de dessins français et 17e et 18e siècle, ou uniquement de dessins hollandais. Aujourd'hui, c'est difficile de constituer une collection d'importance significative dans un domaine très précis, et donc ça oblige les gens à se tourner de plus en plus vers l'extérieur, vers quelque chose de plus général, et pourquoi pas vers le moderne, et pourquoi pas vers le contemporain. Est-ce que l'on sait quelles étaient les conditions d'achat à l'époque? Je reviens sur l'exemple de Crozat qui a beaucoup acheté ses contemporains, donc il avait une collection d'art contemporain finalement, de dessins contemporains. Est-ce qu'il y avait les mêmes conditions qu'aujourd'hui? Alors, à peu près, dans la mesure où les ventes publiques y jouaient déjà un très important rôle au moment de Crozat. Donc Crozat meurt en 1740, sa collection est vendue en 1741, et d'une certaine manière, ça marque l'ouverture du collectionnisme du dessin au XVIIIe siècle. C'est la première grande vente, et elle va être suivie durant les 40 prochaines années par par la dispersion de collections extrêmement importantes, la plus importante étant très probablement la collection Mariette en 1775. Ce sont des collections immenses. Mariette, c'est 8000 dessins de toutes les écoles, bien que les écoles françaises et italiennes soient particulièrement bien représentées. Donc les ventes publiques en France, en Hollande, en Angleterre, également des marchands avec des ventes privées de collections extrêmement importantes. Par exemple, la ville d'Haarlem en Hollande achète en 1790 les collections Odescalchi d'un
d'un coup. Ce sont en fait les collections de la reine Christine de Suède, et c'est, si jamais vous allez jamais à Harlem, l'une des plus belles collections au monde de dessins, en particulier de Michel-Ange, de Raphaël, de Claude Lorrain également. Donc finalement, le marché est à peu près le même, c'est-à-dire des marchands, des ventes publiques, des agents. Oui, finalement, les choses n'ont pas énormément changé. Alors je me retourne vers un des bons acheteurs de dessins à Paris, monsieur Gilles Fuchs, qui est à ma gauche, donc qui est président de la DIAF, comme je vous le disais tout à l'heure, et surtout collectionneur en nom propre. Qu'est-ce qui conduit un collectionneur à privilégier le support de la feuille de papier plutôt qu'une toile, une sculpture ou une vidéo? Je pense que il y a plusieurs raisons qui peuvent nous conduire à acheter des dessins. Premièrement, c'est une sensibilité totalement différente de la sensibilité d'une peinture. On voit très bien que le support, le papier, c'est quelque chose de beaucoup plus sensible. Et que la toile, le bois, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Et donc, il y a des artistes qui ne travaillent que sur le papier, et on peut être tenté par cette chose-là. Deuxièmement, il y a quand même deux attitudes dans le dessin. Il y a le dessin, et c'est souvent, moi, quand j'étais jeune, ce que je pensais être le dessin, c'est-à-dire une œuvre partielle, et plutôt une œuvre, comment dirais-je, un essai, une œuvre non terminée, et qui devait amener à quelque chose de plus complexe, de plus terminé, et qui était la peinture elle-même. Alors, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. C'était peut-être le cas dans les temps anciens, mais ce n'est plus le cas maintenant. Il y a des artistes qui sont des dessinateurs exclusifs, et leur travail, et surtout, il y a des dessins qui sont une œuvre totalement terminée. J'ai porté comme photo, par exemple, un travail de Tatiana Trouvé. Bon, Tatiana Trouvé, c'est véritablement une personne qui n'est pas exclusive dans le dessin, mais qui fait des dessins qui sont complètement terminés. Et j'ai amené également une œuvre d'un jeune artiste qui s'appelle Carin, et qui, lui, est un dessinateur, je dirais, quasiment exclusif. Il fait surtout du dessin, et ses œuvres sont également totalement terminées. C'est donc deux attitudes un peu différentes. Alors, moi, je voyais au départ surtout des esquisses. Et ce que j'aimais dans l'esquisse, c'était justement ce qu'il y avait de non fini. C'est-à-dire qu'on voit les hésitations de l'artiste, on voit toutes les questions qui se posent autour de ce qu'il veut faire, et c'est en soi quelque chose de très exaltant, parce que d'abord on peut peut-être trouver, on peut chercher ce qu'il a voulu faire, et puis il y a une sensibilité additionnelle, parce qu'on voit les souffrances qu'il peut avoir ou les difficultés à s'exprimer. Voilà, alors ça c'était une chose. Alors la troisième raison, qu'il faut le dire de vie, c'est que les dessins coûtent moins cher que les tableaux. Et c'est quand même aussi une manière pour les jeunes collectionneurs de rentrer et de connaître les artistes. Vous savez, on a beau avoir visité tous les musées du monde et avoir visité toutes les collections du monde, on a besoin de vivre avec les œuvres qu'on a. Elles vous transforment complètement, et surtout on apprend à les connaître comme on connaît des amis de mieux en mieux. Et il faut, si on veut connaître tel ou tel artiste et qu'on n'a pas énormément d'argent, eh ben, c'est une très bonne chose que d'acheter un dessin, parce que vous rentrez dans son œuvre, vous le connaissez mieux, et puis vous allez plus loin si vous pouvez. Comment réagit... Alors, je crois que c'est ce micro-là. Ouais, je crois que c'est ce micro qui marche pas bien. Ah, voilà. Ok. Comment réagit le collectionneur aujourd'hui face à la montée des prix? Parce que vous dites c'est accessible. C'est ce qu'on disait il y a très longtemps sur la gravure. D'ailleurs, c'est un secteur dont on parle de moins en moins. Au début, on disait, pour commencer une collection, commencez par la gravure, c'est accessible, puis vous passerez à de l'œuvre pièce unique.
Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on réagit quand on est collectionneur privé face aux prix qui sont affichés? Parce que quand même, quand on voit un dessin ici, un grand dessin d'une artiste un peu connue comme Françoise Petrovitch, j'y pense parce que je viens juste de demander le prix, 16 000 € n'est pas un prix très accessible pour un jeune public. Oui, alors Françoise Petrovitch est déjà une artiste qui est très bien établie et qui est très bien établie dans son travail sur papier. Alors évidemment, bon, ça a de la valeur, c'est comme Dumas, et bon, ça vaut cher parce que bon, c'est demandé. Marlène, hein, Marlène. Marlène, oui. J'avais oublié son prénom. Je l'appelle très rarement par son prénom. Et donc, bon, ce sont des artistes qui sont très établis, c'est normal, et c'est justement ce que je disais plus tard, c'est du travail terminé, c'est-à-dire que son œuvre, c'est l'œuvre sur papier. Il est normal que ça se vende d'un prix assez important. Mais on peut commencer quand même d'abord avec des petits dessins, et c'est parce qu'il y a quand même des petits dessins, et deuxièmement, on peut commencer justement avec des esquisses, des choses comme ça, et ça, on a vraiment des possibilités d'acheter des dessins entre 500 et 1000 €, ce qui est cher évidemment, mais qui est encore accessible. Tout à fait. Et je rappelle pour les plus jeunes qui sont ici, parce que je vois quand même des gens très jeunes qui sont dans la salle, que l'on peut négocier avec un marchand pour étaler dans le temps un remboursement, même d'un achat à 500 €. N'est-ce pas, Suzanne Taraziev, qui est ici au premier rang, une marchande qui serait d'accord, justement, pour étaler des achats dans le temps. Non, mais il faut toujours le rappeler, parce qu'on n'ose pas franchir. Exactement, il y a la passion, mais il faut passer ensuite à l'acte. Alors, je garde toujours le président de la DIAF, qui est ici à côté de moi, pour qu'il m'explique, dans l'ensemble, les collectionneurs français, ils achètent comment et où? C'est plutôt dans les ateliers, plutôt dans les galeries, dans les foires comme ici, ou dans les ventes publiques? Alors, je ne sais pas vraiment, mais je crois que c'est quand même dans les galeries. Parce que, finalement, il y a un double lien quand même. Il y a un lien avec l'artiste, mais il y a un lien avec les galeries. Et les galeries, si les galeries vous connaissent un peu bien, elles savent ce qui va vous plaire. Tout à l'heure, j'ai vu une galerie qui m'a dit, tiens, je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser. Je sais que vous connaissez cet artiste et qui vous intéresse. Alors, voilà, les galeries sont là pour vous aider, pour vous guider, et pour vous connaître un petit peu et pour vous montrer les choses. Et la bonne galerie, c'est celle qui vous montre ce qui vous plaît. Parce que, évidemment, si on commence à fouiller dans la glacière et qu'on voit absolument tout ce qu'il y a des plats qu'on n'aime pas. Et bien, si une bonne galerie va vous montrer ce qu'elle croit qui peut vous intéresser. Voilà. Et ça, moi, je crois que c'est la chose. Ce sont quand même les meilleurs conseillers. Avec les autres collectionneurs, parce que, évidemment, les galeries, elles veulent forcément vendre ce qu'elles ont. Les collectionneurs on peut découvrir chez les collectionneurs des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on n'osait pas avoir. Et ça, c'est surtout pour des pièces un peu plus importantes, pour lesquelles on était effrayé. Et qui l'ont très simplement chez eux, et on se dit, mais pourquoi pas chez moi? Dans un musée, évidemment, tout est muséal, et dans une galerie, c'est évidemment c'est un peu tendancieux. Les collectionneurs, ils ont aucun intérêt à vendre ou à chose, ils vous montrent ce qui leur plaise. Alors, je vais vous demander de passer le micro à votre voisine Véronique, et on va lui poser un peu la même question, puisque là, c'est un état différent, ce n'est pas un privé qui peut exprimer sa passion personnelle, mais c'est plutôt l'État, une institution, un FRAC, un Fonds régional d'art contemporain, en l'occurrence le vôtre, celui de Haute-Normandie. Comment est-ce qu'on constitue une collection pour le public, finalement, local ou international? Je pense que c'est très différent, effectivement, d'une collection privée. C'est pas du tout les mêmes méthodes, je dirais. Et on le voit assez rapidement. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée fin 2010, il y a une collection qui est déjà constituée. Et donc, il y a déjà un travail d'analyse qui est porté sur l'existant. Alors moi, pour porter ce travail d'analyse, j'ai mis au point un projet qui s'appelle l'inventaire, qui consiste à chaque rentrée de septembre à exposer les œuvres par leur numéro d'entrée dans la collection, ce qui permet de faire une sorte de récollement. Permet de faire l'état des lieux de toute la collection sans exception, et donc comprendre aussi les articulations, les points forts, sachant que quand la collection s'est constituée, c'était les balbutiements dans les années 80, mais qu'aujourd'hui les FRAC ont 30 ans, donc on ne peut plus avoir la même approche. On a déjà une approche que je pense qui commence à être beaucoup plus historicisante,
Et donc on commence à compléter en fait, c'est-à-dire qu'on regarde s'il y a des ensembles d'artistes ou des choses qui correspondent à des groupements d'artistes. On se dit tiens là il manque un artiste, donc on va compléter, où il y a des thématiques, où il y a des qui doivent être enrichis. On a notamment mis en avant le fait qu'il y a 3 secteurs importants dans la collection, 3 médiums que sont la photographie, le livre d'artiste et le dessin, qui sont importants en nombre. On a 2000 œuvres aujourd'hui et les dessins correspondent à 400 œuvres sur papier, on va dire. Et non seulement ce sont des ensembles importants, mais ce sont surtout des ensembles conséquents et très cohérents dans leur façon, dans la manière dont ils ont été collectionnés. Ils reflètent une certaine histoire, en fait, on va dire, une certaine histoire de l'art. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Alors pour en passer aux galeries, moi je répondrai tout de suite que quand on fait le compte, aujourd'hui, majoritairement, ce sont les galeries. Donc là, il y a... Les achats se font en oui. galerie. Oui, ça c'est... Et pour la simple et bonne raison, c'est-à-dire que je pense que si, ce serait intéressant de faire l'état des lieux. Je pense qu'au début, à la naissance des FRAC, c'était sans doute moitié-moitié. Si je regarde les rapports d'activité, enfin c'est-à-dire moitié directement aux artistes. Directement aux artistes et directement aux galeries, enfin moins directement par les galeries. Aujourd'hui, vous imaginez, le nombre de galeries a décuplé, hein. Il y a de plus en plus de galeries, de plus en plus d'artistes aussi. Il faut savoir que les galeries font un travail en amont et qu'un artiste, quand il est dans une galerie, il est exposé. Donc, c'est-à-dire qu'il a une visibilité, c'est-à-dire qu'il y a déjà un travail préalable de sélection avec l'artiste. L'artiste n'est pas forcément non plus à même de bien présenter, c'est une vraie visibilité, c'est une vraie chance aussi. Donc, il n'y a pas que, il y a aussi Internet aujourd'hui qui est une donne extrêmement importante, que les informations circulent. Je pense qu'en 10 ans, ça complètement tout a basculé. Enfin, basculé, en tout cas, c'est beaucoup transformé. Je pense qu'il y a 10-15 ans, je ne cherchais pas du tout de la même manière, où on n'avait pas les mêmes relais. Voilà, et on a beaucoup plus d'informations qui circulent, on voit beaucoup plus d'œuvres, ça c'est un fait, et que les galeries ont un rôle important, et je pense que c'est pas un hasard si elles se sont aussi beaucoup développées. Est-ce qu'on peut dire quand même que la collection du FRAC Haute-Normandie ressemble un peu à Véronique Souben ou pas du tout? Bon, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire comment on peut mettre du perso dans une collection publique? Alors, obligatoirement, ça je pense qu'on ne peut pas l'éviter. En même temps, c'est difficile parce que c'est un comité technique d'achat, donc on n'est pas seul, hein. On est entouré d'autres spécialistes. Combien de personnes? Là, en l'occurrence, on est 5. Donc, il y a 3 personnes, il y a là qui va rentrer maintenant, il y avait Fight Corner de Kessner Gesellschaft qui va être remplacée par Kathleen Rahn, qui est la nouvelle directrice de la Kunstverein de Hanovre. Il y a Catherine Schwartz, qui est curateur, commissaire d'expo artiste et qui travaille à l'ESADAR, qui est l'école d'art et design de Rouen. Et puis Jérôme Dupéra, qui est surtout un spécialiste du livre d'artiste. Donc lui, il a surtout pour mission d'enrichir la collection autour du livre d'artiste, mais il fait aussi des propositions d'œuvres d'art, souvent en lien avec les livres d'artistes. Et puis il y a moi. Voilà, et donc chacun on fait des propositions, et ça c'est très important. Il y a aussi les dossiers qui sont envoyés, qu'on regarde. Il faut savoir qu'on les épluche tous, les dossiers. Il y a des dossiers qui sont retenus. Et tout ça, c'est de la discussion. Donc il y a des influences qui viennent de l'extérieur, qui ne relèvent pas forcément des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, ou mes goûts personnels n'iront pas vers ces œuvres-là. Puis il y a des œuvres que j'ai fait rentrer qui ne relèvent pas forcément de mon goût personnel, mais que je trouvais que dans cette collection, ça devait exister, ça devait être présent, comme je disais, pour toutes ces raisons d'articulation. Alors ça peut refléter, mais avec beaucoup de filtres quand même. Est-ce que le fait des expositions qui sont sur place correspond aussi à l'enrichissement de la collection? Autrement dit, est-ce que vous recevez des œuvres au gré de votre programme d'exposition? Alors moi je fais en sorte que ça soit quand même en lien. Notamment quand on fait une exposition monographique autour d'un artiste, je trouve que c'est aussi l'occasion de proposer ces travaux en commission. Quand il y a effectivement sur les expositions, on a une exposition sur le dessin actuellement qui mêle à la fois des dessins anciens, des dessins modernes, les dessins de la collection du musée des Beaux-Arts de Rouen, les dessins du musée Le Havre, le MoMA, le musée Malraux, et puis notre collection. Et c'est une façon de repenser, d'analyser de manière complètement différente les dessins. Et à cette occasion, quand on prépare les projets, ça nous permet justement de faire des recherches et de rassembler des propositions complètement. 2 membres du comité d'achat sont étrangers. Est-ce que vous avez une collection justement ouverte vers l'international? Oui. Et est-ce qu'on peut tenter, est-ce que les FRAC ont une ouverture suffisante, à votre avis, par rapport à la scène internationale qui s'ouvre
de plus en plus. Je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de l'analyser parce qu'il y a Vidéo Muséum, donc toutes les collections en ligne, et je pense qu'il n'y a qu'en France que ça existe. Parce qu'en Allemagne, ils ont essayé ce principe, et ça ne marche pas parce que c'est un pays fédéral, et nous, on est un pays centralisateur, et ce type d'initiative, du coup, marche en France. C'est assez étonnant, c'est une grosse machine absolument fascinante, mais ça veut dire que sur un clic, vous allez sur Vidéo Muséum, où maintenant vous avez les collections des FRAC, vous cliquez sur un artiste, posez une question, médium, et vous avez tout s'affiche, tout le panel s'affiche. Donc, ce qui fait que si vous voulez regarder à l'international, le nombre d'artistes chinois, le nombre d'artistes indiens, vous pouvez avoir déjà un panel. Alors, moi, là je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait l'analyse, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de FRAC qui s'ouvrent. Je pense par exemple le FRAC Pays de Loire, qui a déjà fait des gros projets avec la Chine. Le Mexique actuellement. Le Mexique actuellement. Alors, eux, ils sont très ouverts sur le mondial, je dirais. Moi, de mon côté, ayant travaillé en Allemagne, c'est sûr que j'ai un penchant pour l'art germanique et l'art américain, parce que c'est assez lié finalement, les échanges, c'est une culture qui est très proche, donc ça, on peut pas... Alors, je dirais, s'il y a quelque chose d'un peu personnel dans la collection, c'est que je propose souvent des artistes qui ont transité par l'Allemagne. Ils ne sont pas forcément allemands, mais qui sont aussi très reconnus en Allemagne. Voilà, donc l'international, la mondialisation, je pense qu'on peut l'analyser par Vidéo Muséum, mais il me semble, en tout cas, vu de mon point de vue, qu'il y a il y a tout à fait une ouverture. Donc là, on a vu comment un privé achète sur coup de cœur, avec des rencontres, etc. Une institution, maintenant je vais me retourner vers une banque, vous voyez que le lien était facile, une entreprise, comment peut-elle faire une collection subjective, puisque toute collection est subjective. Ça doit être bigrement difficile de convaincre des banquiers d'acheter des œuvres d'art provocantes, difficiles à exposer, quand on sait que tout le monde doit voir les œuvres qui sont accrochées sur les murs de la Société Générale. Alors en fait, il faut savoir qu'au départ, les œuvres qui ont été achetées il y a une vingtaine d'années, c'était pas forcément destiné à constituer une collection. C'est-à-dire c'était au moment où une majorité de salariés a bougé du centre historique de Paris vers la Défense et de la construction des tours, que notre président de l'époque, M. Marvieno, a commencé en fait, à initier des achats pour les tours Société Générale. L'idée étant, en fait, c'était des œuvres pour les collaborateurs destinées à orner les murs. Donc en fait, les œuvres sont accrochées dans tous les espaces de circulation, des salles de réunion, certains bureaux. C'est ça, ouais. Et donc, ce n'est que petit à petit, à partir des années début 2000, 2003, 2004, qu'en fait, il y a une réelle politique de mécénat artistique avec la constitution également d'un comité d'acquisition pour enrichir la collection régulièrement d'œuvres. Donc, il y a 400 œuvres originales et 700 dessins, lithographies, estampes. Sur les œuvres originales, c'est peinture, sculpture et photographie. Donc, c'est vrai que comme le disait Guy, en fait, l'idée c'est que comme tout est accroché en fait dans les tours à la Défense et dans les immeubles de Val de Fontenay, il y a des thèmes ou voilà qu'on ne peut pas montrer. Enfin, je veux dire, ça se fait. Il faut de la décence pour les banquiers. Voilà, il faut que tout soit. Voilà, il faut que ça soit relativement consensuel, je dirais. Tout ce qui est lié, enfin tout ce qui pourrait être religieux, sexuel, trop poli, même s'il y a des œuvres qui sont quand même politiques, mais enfin tout ce qui est... Voilà, il faut que ça plaise à tout le monde. Donc voilà, il y a un comité qui se réunit, des comités de sélection qui en fait sont constitués par des experts externes, par des collaborateurs également, qui sont choisis par appel à candidature, avec un entretien, etc. Et puis également par la direction générale. Donc, voilà, c'est soumis 2 fois par an. Et donc, ce sont des œuvres, voilà, en général, enfin, moi, j'ai jamais eu de retour critique ou au contraire, les œuvres sont toujours bien perçues. Et puis, on fait quand même tout un ensemble d'actions pour les collaborateurs, pour qu'ils connaissent les œuvres, il y a des visites qui sont organisées, il y a toute une médiation culturelle qui est en place. Voilà, des vidéos, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et la collection, depuis les années mi-2000, a commencé à s'ouvrir au public en France et après à l'international. Votre budget?
300 000 d'acquisitions par an. Par an. Voilà. Le dessin est une grande partie? Alors, non, jusqu'à présent, en fait, il y a... Là, je vais plutôt faire écho à ce que disait Gilles tout à l'heure. En fait, le dessin, il y a certains dessins qui ont été achetés historiquement d'artistes très, voilà, comme Sol Lewitt, ou voilà, plus pour une partie de dessin, pour des raisons, je dirais, parce que c'était, j'imagine, moins cher. Enfin, je n'étais pas là à l'époque. Mais... Ensuite, il y a des dessins qui ont été... qui sont en complément d'œuvres que l'on a. Par exemple, François Morlet, on a une œuvre et il y a des dessins, on a beaucoup de dessins liés autour de cette œuvre-là. De même, il y a une très grande sculpture, je vous invite à venir dans l'Agora, enfin dans le hall des Tours, d'un artiste catalan qui s'appelle Tom Carr, et on a deux autres sculptures également. Il y a pas mal de dessins aussi qu'on a attachés à cet artiste-là. Et plus récemment, on a fait l'acquisition de jeunes artistes contemporains de dessin, dont, comme vous le disiez tout à l'heure, Françoise Petrovic, dont je donnais l'exemple. Oui. Voilà, comment vous achetez directement aux artistes, par les galeries, pas aux enchères? Alors, aux enchères, non, pas jusqu'à présent, mais essentiellement auprès des galeries, en fait, parce que le souhait, c'est aussi de soutenir les artistes, mais aussi l'ensemble des intervenants du marché de l'art, et notamment les galeristes qui font un excellent travail, et donc et qui nous proposent, voilà, également des pièces qui sont susceptibles de compléter la collection. Ok. Alors on va refaire un deuxième tour de piste maintenant pour parler de problème de la conservation. Alors ça, j'imagine que vous êtes bien placé pour pouvoir nous en parler, que la conservation d'un dessin, c'est pas la même chose qu'une peinture ou une sculpture. Est-ce que, dans ce que vous voyez entre vos mains, les ravages du temps ont fait malheureusement des dégâts? Et justement, pouvez-vous nous parler des conditions de conservation de ces dessins? Alors, même si vous êtes un spécialiste de dessin ancien. Encore une fois, je connais malheureusement que le dessin ancien. La condition joue chez nous un rôle extrêmement important. Bien évidemment, le b.a.-ba, c'est protéger les dessins anciens de la lumière et de la lumière directe du soleil. Les dessins, les papiers, ils sont extrêmement sensibles. D'ailleurs, plus les papiers sont récents, c'est-à-dire 19e, début 20e siècle, ensuite je pense que les choses se sont un peu améliorées, mais plus ils sont sensibles. Par exemple, hier, j'avais à ma vente 3 dessins d'Ingres. Malheureusement, Ingres ne faisait pas très attention à la qualité de ses papiers, et comme ils étaient très très vite appréciés, très souvent au mur, et ce sont des dessins dont les papiers se sont très souvent incroyablement noircis, et qui sont, et bien évidemment, la valeur de ces dessins décroît de manière importante en fonction de la conservation. Est-ce qu'on peut les restaurer, ces dessins? Oui, il y a bien évidemment, c'est tout à fait possible. Alors, il y a différents cas de figure. C'est-à-dire que lorsque c'est de la craie noire, lorsque c'est du graphite, c'est beaucoup plus facile que si c'est de la plume ou avec du lavis, parce que la plupart des restaurations que l'on fait aujourd'hui sur les dessins anciens sont à base de bain. Et bien évidemment, lorsqu'on met une encre dans un bain, elle a tendance à se liquéfier, et donc ça peut avoir des répercussions extrêmement graves sur le dessin. Et toute intervention n'est pas anodine, et donc à chaque fois, même sur des craies, on perd un peu quelque chose, on le sent. On voit la qualité métallique du graphique qui s'évapore un peu, les craies deviennent un peu plus pâles. Donc il faut faire extrêmement attention à cela. Est-ce qu'un dessin restauré a moins de valeur qu'un dessin... Oui, d'une certaine manière, pour les puristes, oui, absolument. Bien que, par exemple, pour les dessins d'Ingres,
finalement 90% des portraits d'Ingres, hein, qui sont un peu le nirvana du collectionneur pour Ingres, ont finalement été restaurés à un moment ou à un autre, et c'est parfois extrêmement trompeur. Et donc, par exemple, il se trouve que hier, j'avais un exemple très précis. J'avais 3 dessins, 3 portraits de membres de la famille Murat. L'un avait été extrêmement bien restauré, les autres, on ne les avait pas touchés. Et ben, le premier qui avait été restauré a été vendu, alors que les autres, les gens les trouvaient trop pâles, sont restés sur le carreau. Alors Gilles, comment est-ce qu'on expose... Sur le carreau du temple, bravo, bravo. Alors Gilles, comment est-ce qu'on expose une collection de dessins quand on est un privé? Parce qu'on n'a pas forcément les aménagements sophistiqués des musées. Ben voilà, c'est la terrible chose des dessins, c'est que, et c'est vrai, c'est ce qu'on n'a pas dit au départ, ce que je n'ai pas dit au départ, le dessin c'est quelque chose d'intime. Intime d'abord par son sujet, mais intime également par la manière dont on le regarde. Et évidemment, si on ne veut pas que ces dessins s'abîment trop vite, moi ça m'est égal après moi, mais enfin voilà, j'ai encore un petit moment, et eh bien on les cache, on les met dans des classeurs, etc. Et on va les voir de temps en temps, très tranquillement, avec beaucoup de soin, pour ne pas les abîmer. Et ça, c'est évidemment un petit peu frustrant parce qu'on a toujours envie de regarder, surtout si on a des beaux dessins, on a envie de les regarder. Mais c'est quand même le propre, je crois, du dessin. C'est l'intimité du regard et l'intimité du sujet. Parce qu'il y a beaucoup de dessins qui, évidemment, sont notamment sur des sujets qui ne sont pas, qui sont classiques comme l'érotisme, et dans lequel les dessinateurs se lancent là-dedans à tout va. Et ils ne sont pas à montrer à tous les yeux, c'est ça? Voilà, tout le monde veut le voir. Mais et enfin, je crois que vous en avez quelques-uns. Oui, c'est très. Oui, j'ai pensé à envoyer du reste des photos. Non. Véronique, même question. Comment est-ce qu'on présente et comment est-ce qu'on conserve surtout ces dessins? Pour nous, c'est un vrai dilemme, parce que l'idée d'un fonds, c'est de diffuser avant tout. Donc pour les dessins, évidemment, ça pose quelques problèmes de conservation, parce que comme vous le disiez, c'est très sensible. Alors ce qui est assez intéressant, c'est l'exposition qu'on fait actuellement, qui s'appelle Fabriquer le dessin, où on confronte ces 3 collections. On n'a pas les mêmes notions de conservation. Alors on s'est retrouvé, alors c'était une vraie difficulté pour plein de questions techniques. C'est-à-dire que les dessins anciens, quand vous les exposez une fois, ils doivent être au repos pendant 3 ans. Donc imaginez à peu près ce que ça donne dans le choix de dessin. C'est-à-dire que les conservateurs, voilà, il fallait bien qu'ils réfléchissent à 2 fois, que tout soit bien balisé avant de nous prêter. Alors, il y a des dessins de Marquet qu'on n'a pas pu avoir, puisqu'il y a une grande monographie Marquet qui se prépare au musée de la ville de Paris. Voilà, donc là, du coup, on peut pas, c'est impossible. Alors nous, on est moins regardants parce que j'estime qu'il faut aussi soutenir les artistes, et on ne peut que les soutenir qu'en diffusant leurs travaux et en les montrant. Aussi, on a cette mission d'éducation, d'initiation à l'art. Donc je privilégie la diffusion, mais il faut quand même, effectivement, avec les dessins, plus jongler, faire plus attention que pour d'autres médiums, et ça pose évidemment quelques problèmes. Les luxes, on n'en a pas encore parlé. Comme 50. 50 luxes au maximum. Donc rappelez-vous bien que lorsqu'on présente un dessin dans une collection, jamais devant une source lumineuse directe, jamais plus de 50 luxes. Et comment est-ce qu'on les conserve? Le papier de soie, ça joue encore? Les papiers acides, Alors tout nous, ça? on n'a pas les moyens des musées. C'est-à-dire que les musées, dès que l'exposition est terminée, c'est décadré, mis en boîte et au repos. Ils ont aussi tout un système pour les encadrements. Ils ont une encadreuse sur place. Ils ont, voilà, c'est une vraie organisation qui existe depuis des siècles, on va dire. Pour nous, pas du tout. On n'a pas tout ça, malheureusement. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi notre flexibilité. C'est une certaine légèreté. Donc les dessins restent dans leur cadre. Bon, ils sont bien rangés dans les racks ou à plat si possible. Mais voilà, on n'a pas la régie suffisante. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fracs. Je ne pense pas qu'il y en ait d'ailleurs qui puissent se permettre comme ça de faire toutes ces opérations. Aurélie, même question, puisque vous, les œuvres sont dans les bureaux, sont à proximité du personnel ou du visiteur. Comment est-ce qu'on peut conserver des dessins? Nous, en fait, comme l'idée, c'est de partager et de montrer les œuvres que l'on a, on a, oui, une problématique à terme qui est assez compliquée. J'ai 2 personnes qui s'occupent plus de la restauration, de la conservation des œuvres.
on fait extrêmement attention, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas exposés à la lumière directe. Quelques spots quand même. Voilà, on essaie de faire vraiment très attention. Mais voilà, Alors, puisqu'on est là, parlons déjà de cette troisième partie qui est la présentation. Comment ça se passe à la Société Générale? Vous accrochez définitivement une œuvre, elle peut bouger, elle est renouvelée dans son accrochage, enfin, l'accrochage est renouvelé et permet de nouvelles confrontations d'œuvres, et à quel rythme? Alors en fait, je pense que pendant quelques années, ça bougeait pas trop, je dirais. Et là, depuis les années 2008-2010, en fait, bon, tout d'abord, on prête quand même des œuvres au musée en France et à l'étranger, donc ça circule. Là, on a terminé une exposition qui était au lac de Dunkerque. Donc on a un retour des œuvres, donc après, on les change d'emplacement. Aussi, on a une vie en fait dans l'entreprise, c'est-à-dire que là, ils sont en train de refaire pas mal d'étages en fait des tours Société Générale, donc il y a un renouvellement, voilà, on change, donc voilà, on bouge les œuvres, on en réaccroche d'autres, on fait Mais beaucoup. qui décide que dans tel bureau il y aura telle œuvre? C'est l'employé qui peut choisir dans la collection? Non. En fait, c'est nous qui on regarde les emplacements, puis après il y a des contraintes de murs, il y a des œuvres qui sont très lourdes, donc on ne peut pas les accrocher partout. Donc en fait, après, il y a beaucoup de contraintes de circulation. Non, ça c'est une position en fait. Alors, l'accrochage, c'est aussi la présentation à l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un catalogue, il y a un site internet où on peut retrouver l'ensemble de toutes ces œuvres? Oui, alors il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Donc tout d'abord, on a un site internet www.collectionsociétégénérale.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur les... Je fais la petite... Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook, Twitter, Instagram. Sinon, on fait appel à des commissaires externes, invités, qui font en fait... qui ont carte blanche pour réaliser un accrochage dans la collection 1 à 2 fois par an. Donc là, on a une exposition qui commence la semaine prochaine d'une commissaire camerounaise sur le thème du déplacement. Donc je vous en parle la semaine prochaine, j'ai des cartons là si vous le souhaitez. Et sinon, également, on fait des expositions dans soit des implantations à l'étranger où on est présent. L'année dernière, on a une grosse filiale qui est en Russie, à Moscou. Et on avait fait une exposition également là-bas de certaines de nos œuvres. On va prêter des œuvres en Belgique, à Bruxelles et au Luxembourg en fin d'année. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est les musées qui vous téléphonent parce qu'ils savent ce que vous avez dans la collection et vous disent « Ah, on voudrait bien telle œuvre ?» Alors oui, oui, ça se passe, voilà, il y a des... En l'occurrence, oui, il y a certains, ça se passe comme ça, et d'autres, c'est un souhait de collaborer ensemble et de réaliser une exposition, voilà, dans une ville avec laquelle on est implanté, en fait. Véronique, alors on fait le sens inverse. Comment est-ce qu'on connaît votre collection? Comment est-elle répertoriée? Est-elle répertoriée d'abord? Toutes les pièces, on sait exactement le fond de la collection. Oui, bien sûr, oui. Et est-ce qu'il y a des publications qui permettent à tout un chacun de visualiser Alors, c'est compliqué, les publications de collection. Financièrement, c'est compliqué parce qu'on a peu d'aide, hein, ça n'intéresse pas beaucoup. Ça ne se vend pas énormément, ça n'intéresse pas les éditeurs. Quand on fait des expositions aussi sur les collections, c'est pas forcément, voilà, c'est par rapport à des expositions sur des monographies, ça attire moins la curiosité, que ce soit de la presse ou pas forcément du public, mais en tout cas de la presse et après de tout ce qui est de l'ordre de la diffusion. Alors aujourd'hui, il y a la mise en ligne de la collection qui a quand même considérablement changé la donne. Ça, c'est extrêmement important. Nous, notre collection est en ligne depuis près de 2 ans, il me semble, maintenant. Mais c'est un gros travail, hein, c'est un gros œuvre, il faut savoir, parce que il faut demander aux artistes voilà, les droits d'auteur, les cessations de droits. Alors, c'est une grosse machine, avec la DGAGP, avec voilà, toutes les réjouissances administratives. Pour le contemporain, c'est très lourd. Pour l'ancien, c'est différent, mais pour le contemporain, c'est très lourd. Voilà, tous les FRAC l'ont fait, je pense, la majeure partie.
Et donc, parce qu'il faut non seulement payer les droits pour les artistes, mais aussi pour les photographes qui photographient les œuvres, le droit de diffusion des images, voilà, donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais maintenant c'est un outil incomparable. On peut voir les œuvres en ligne, souvent avec des photos de bonne définition. Concernant les éditions, nous on y travaille puisqu'on a ce projet de l'inventaire, et je souhaiterais un jour qu'on arrive à en faire une édition. Sachant que de plus en plus d'institutions tendent vers des éditions numériques qui sont aujourd'hui le nouveau relais. Mais sinon, effectivement, le gros moyen de diffuser nos collections, c'est avant tout l'exposition. Alors, je me retourne vers Gilles. Moi, je suis curieux de savoir tous ces dessins érotiques de Gilles Fuchs. Où est-ce qu'ils sont? Et est-ce qu'il y a des publications faisant l'inventaire? Non, il n'y a pas de publication encore, mais Guy, je te les montrerai. Non, le problème, effectivement, le problème de l'exposition des dessins, c'est toujours assez difficile parce que, comme ils sont périssables et tout. Donc, moi, ce que je fais, c'est que les dessins que j'expose, enfin que j'accroche, je les accroche toujours avec un verre UV, etc. Ce qui les protège quand même bien. Et c'est quand même assez nouveau parce que quand j'ai commencé à faire des collections, il n'y avait pas ce genre de choses. Et on voyait les dessins pas lire, il fallait vite les rentrer. Et donc, puis aussi, vous avez un avantage. Votre appartement est plein nord. Donc pour le collectionneur de dessins, n'oubliez pas que c'est un atout de ne pas avoir de soleil direct sur les œuvres. Ou de ne pas avoir de fenêtre, c'est une autre solution. Mais alors, non, mais voilà, ça c'est une manière. Et ensuite, je les conserve très souvent en les regardant d'une manière je dirais, personnelle et intime. Alors, la conservation d'une collection pour un collectionneur, c'est assez difficile parce que d'abord, on n'est pas aussi bien organisé que la banque ou que la FRAC et en plus non plus une maison de vente. Alors, on est obligé de faire tout ce travail tout seul ou se faire aider par quelqu'un une fois de temps en temps. Donc, il faut quand même essayer d'avoir la quasi-totalité des œuvres qu'on a et de pouvoir avoir des images pour pouvoir les regarder. Alors maintenant, là encore, depuis peu de temps, les galeries vous fournissent toujours des photos si on les demande. D'abord, c'est souvent, ils vendent une facture avec la photo, et deuxièmement, on peut avoir la photo. Par conséquent, on peut vraiment avoir, je dirais, une espèce de nomenclature de toutes les œuvres qu'on a, parce que c'est aussi utile, et de savoir où on les a mises, parce que, évidemment, naturellement, les dessins, encore, c'est fait pour être mis dans des endroits très, je dirais, noirs et très sécurisés. Mais les tableaux, comme vous savez, c'est les cancers des murs, ça flotte partout. Et alors, c'est très rapidement, on n'a plus de place pour mettre quoi que ce soit, ça brosse à dents. Et donc, c'est compliqué. Alors, on les met là où on peut les mettre. Alors, si on a une papardelle d'enfants, on les met chez ses enfants, puis on peut les mettre... maison de campagne. Etc. Mais le pire, c'est que moi, je les prête souvent à mes amis, mais ils ne me rendent pas toujours. Et j'ai tendance à oublier où ils sont. Ça, c'est très gênant. Bon, voilà, c'est les risques du métier. Mais il faut pouvoir regarder ces œuvres. C'est la chose essentielle parce que... Et si on ne peut pas les regarder autrement que par des images, eh bien, il faut les avoir, ces images, parce que, évidemment, dans un appartement pas énorme, ben, on peut avoir 30, 40, 50 œuvres, mais on ne peut pas avoir 2000 œuvres. Alors, je passe à la quatrième partie. On m'a dit surtout, ne l'oublie pas, Christine m'a insisté là-dessus, la transmission. La vie d'une œuvre, c'est aussi l'après-soi, l'après-constituteur d'une collection. Gilles, je sais que ça fait mal au cœur quand on parle de ça. C'est quoi l'après? Moi, je suis mortel, donc je n'ai aucun problème là-dessus. Et du reste, je dois dire que je ne veux pas faire beaucoup je n'ai pas envie de faire de fondation, peut-être des donations, mais pas vraiment de fondation, ni d'institution autour de ça. Et je ne veux surtout pas donner à mes enfants
le remords qu'ils auraient de vendre telle ou telle œuvre parce qu'ils diraient « Ah, il n'y a pas qu'il aurait dit quelque chose, etc. » Il faut qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Après ça, même un feu de joie s'ils veulent. Et donc, ça m'est égal. Comment ça m'est complètement égal. Je ne veux pas faire un corpus. Et mes enfants en profitent tant qu'ils peuvent, pendant que je les montre. Du reste, je les montre chez eux aussi, donc ils en profitent aussi chez eux. Mais après ça, voilà, il faut qu'ils puissent en faire ce qu'on veut. Rien n'est pire que d'hériter d'un château du XIIIe siècle, vous comprenez, dans lequel vous avez encore les fantômes qui sont cachés derrière les cheminées. Et voilà, il faut qu'on puisse se libérer de ces contraintes à l'heure actuelle. Et moi, c'est comme ça que je vois l'avenir. Véronique, est-ce que vous êtes soumise, comme le sont les musées, à cette loi imprononçable de l'inaliénabilité des œuvres d'art? Oui, c'était le grand débat, ça. Oui, les FRAC de principe, oui, mais juridiquement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'État cherche à consolider le fait qu'elle soit vraiment inaliénable. Voilà, c'est-à-dire que c'est une déclaration de principe, mais rien ne peut être vendu. Voilà. Tout doit être conservé. Voilà. Au risque d'avoir des doublons. Non, mais ça c'est un fantasme, les doublons. C'est un fantasme. Oui. Parce que, justement, grâce à Vidéo Musée, moi j'en fais vraiment la pub de... Mais on peut vérifier tout ça. Je sais que par exemple sur les vidéos, qui est quand même l'un des médiums le plus à même à être doublé, j'ai regardé à peu près l'ensemble des vidéos. Ou la photographie. Ou la photographie. Et il n'y a pas... Non, les doublons, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a un ou deux. Enfin, il y a 3 exemples. On ne va pas se focaliser sur 3 exemples. Et c'est pas vrai. Il n'y a pas non plus de courant générique. Il n'y a pas... Ces collections, elles sont toutes extrêmement singulières et diverses. Donc ça, il y a eu une focalisation autour du doublon, mais non, c'est pas du tout... Est-ce que vous avez des grandes réserves pour garder tout ça, du coup? Et ça coûte cher, une réserve, on le sait. Oui, mais c'est normal. C'est le problème des politiques. C'est-à-dire que la réserve, c'est toujours un peu le pensum, alors que c'est un outil extraordinaire. Et souvent, c'est un peu pensé à côté, alors que ça doit être pensé avec. Les Suisses l'ont très bien fait. Le Schaulager est un exemple exceptionnel. Monsieur Abal, le grand collectionneur Falkenberg aussi a fait une collection réserve extraordinaire. Donc en fait, ce sont des réserves consultables par tout un chacun qui peut le demander et on peut tirer les racks et voir toutes les œuvres accrochées. Mais en tant que personne, est-ce que vous aimeriez vendre certains dessins de la collection pour pouvoir acheter mieux? Pas du tout. Et je suis assez puriste pour ça, parce que je trouve que les collections de FRAC, elles sont très jeunes. 30 ans, c'est quasiment l'âge d'une collection personnelle, on dira. Que c'est une histoire de l'art qu'on ne connaît pas, sur laquelle on n'a pas de recul. L'histoire de l'art contemporain, pardon. Et que c'est indispensable de garder une collection dans sa totalité. Enfin, moi, c'est mon positionnement. Tout le monde ne le partage pas forcément. Mais en tout cas, le projet de l'inventaire l'a bien mis en avant, que c'est des artistes qui sont portés au nu dans les années 80, qui ont complètement disparu, et puis qui reviennent sur le devant de la scène. Il faut faire extrêmement attention, parce que l'histoire du goût, hein, on connaît très bien. Au XXe siècle, les historiens ont prouvé qu'il y a eu des grands artistes, comme le Caravage, comme Friedrich, qui ont complètement disparu, qui étaient des stars à leur époque. Vermeer avait totalement disparu jusqu'à ce qu'un historien d'art se penche sur ce corpus et en fasse ce qui est aujourd'hui un grand maître. Alors, je trouve qu'il faut se poser ces questions-là, et que nous, c'est des questions beaucoup trop jeunes, et je trouve que justement même des œuvres de moindre importance créent un métadiscours, ou en tout cas, dans une logique de collection, articulent sur des œuvres plus importantes, sur une histoire de la forme aussi, et que tout est assez fascinant à étudier. Et puis, ça nous permet de comprendre aussi cette histoire, parce que le contemporain s'est forgé dans les années 80, notamment en France. Ça a été vraiment la grande émergence, avec les institutions et toutes les associations adjacentes et complémentaires. Et donc, on a peu de documents sur cette période-là, puisque tout était très éphémère. On a peu de connaissances, et c'est important pour moi de conserver ces collections. Les banquiers, ils ont envie de vendre. C'est pas possible, cela. Ne dites pas qu'ils gardent tout. Si, ils sont très conservateurs. En fait. non, en fait, on ne vend rien du tout. On a la chance, là, avec notre
président actuel, Frédéric Oudéa, c'est le 3e président depuis qu'on a commencé à constituer cette collection, et donc qui croît chaque année régulièrement. On ne vend rien du tout, tout est accroché, on stocke très peu de choses. Et voilà, moi j'ai mes fonctions depuis 1 an et demi. L'avenir, je ne sais pas, je souhaite juste, je fais de mon mieux ce que je fais pour continuer à la faire vivre. Et voilà, que ça continue comme ça pour les présidents et les salariés à venir. Alors, de si les banques ne vendent pas, si les FRAC ne vendent pas, si Gilles Fuchs ne veut pas vendre, qu'est-ce qui reste aux banques publiques? Alors, comment vous fournissez? Alors, les transmissions, qu'est-ce que c'est chez vous? Alors, les transmissions, il y a une règle qui est un peu terrible. On dit souvent dans les ventes publiques, souvent il y a une règle des 3D. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ça. Le divorce, le décès et les dettes. Et les dettes, oui, exactement. C'est souvent les 3 grandes raisons, il peut y en avoir d'autres, mais c'est souvent ça. Finalement, c'est souvent les successions, les indivisions. Là, je peux peut-être parler juste d'un cas particulier. Vous avez vu quelques dessins anciens derrière moi. Une grande partie venait d'une collection que je vends maintenant depuis 1 an à travers 4 ventes. C'est la collection de IQ van Rechteren Altena qui était... Vous pouvez répéter? IQ van Rechteren Altena. Hollandais de son nom. Exactement. Depuis que je travaille sur cette collection maintenant depuis 2 ans, mon hollandais a fait de gros progrès. Ce monsieur était historien d'art au départ, marchand également dans les années 20. Il a été directeur du cabinet des arts graphiques du Rijksmuseum dans les années 50. Il avait une collection d'environ 1200 dessins. Il est mort en 1980. De son vivant, il avait déjà donné quelques dessins au Rijksmuseum. Je vais montrer sur l'une des diapositives une Sainte Famille de Baroche sur papier bleu qu'il a donné, en fait, qui a été donné en droit de succession à sa mort en 1980. Quand sa veuve est morte, il y a eu encore un autre don en droit de succession au Rijksmuseum. Et puis, l'année dernière, la famille a décidé de vendre le reste, environ 1100 dessins, en vente publique, parce que les enfants étaient maintenant déjà très âgés, eux-mêmes avaient des enfants, il y avait encore des petits-enfants. Ce genre de collection peut être finalement un poids, il y a une sorte, vous l'avez dit, exactement, les fantômes derrière les murs. On sent parfois une sorte d'angoisse des héritiers à garder, à conserver, il y a une telle pression familiale finalement. Et donc la vente peut parfois, pas toujours, être une bonne solution. C'est aussi, ça laisse aussi finalement une trace pour les héritiers Van Altena, pour être plus simple. C'était important qu'il y ait les 4 catalogues, puisqu'on a fait 4 ventes. Et pourquoi 4 ventes d'ailleurs? C'était pour éviter de saturer le marché avec 1500 dessins? Exactement, 1100 dessins d'un coup, c'est pas possible dans un marché qui est un peu famélique d'une certaine manière. C'est un peu comme donner à un mendiant qui n'a pas mangé depuis 15 jours un fantastique repas au Ritz. Là, c'est un peu la même chose, il fallait le faire sur plusieurs périodes. Donc on a eu une première vente en juillet l'année dernière avec 70 des plus belles feuilles hollandaises et flamandes, puisque c'était une collection très hollandaise et flamande. Sur les images derrière moi, vous avez dû voir une extraordinaire main de Golsius, qui a été vendue dans cette vente-là, ainsi qu'un dessin de Rubens que l'on voyait également, Samson et Dalila, qui est une étude pour un tableau à la National Gallery de Londres. Et hier, on a vendu à Paris les dessins français et italiens. Il y a au mur une Vierge à l'enfant de Fra Bartolomeo. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant d'acheter du dessin ancien ou du dessin contemporain? Alors, d'une certaine manière... Ou autrement posé, quels sont les prix de cette vente? Est-ce que ce sont des choses accessibles ou totalement intouchables? Alors, il y a une très grande gamme de prix dans le dessin ancien. 90%, 95% des dessins anciens valent finalement assez peu cher, moins de 10 000 euros.
Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'acheter des fantastiques dessins du 19e, par exemple par des élèves d'Ingres comme Flandrin, comme Amaury Duval, pour 1000 €. Vous allez autour de Drouot, vous avez quelques galeries, et vous voyez dans les racks des dessins de très belle qualité qui ne valent pas grand-chose. En tout cas, abordable. Pardon. En tout cas, abordable. Et on peut même, pour ce qui est du 18e ou du 17e, il y a par exemple, j'avais un petit dessin de Poussin qu'on a tout vendu 7 ou 8 000 €, je ne me rappelle plus, où on peut trouver des dessins de Fragonard faits lors de son voyage en Italie en 1761 autour de 5 000 ou 6 000 €. Donc il est tout à fait possible de trouver des petits échantillons de très grands artistes, d'artistes qui ont marqué l'histoire pour des sommes assez modestes. Simplement, il y a une sorte de gouffre qui s'est fait ces derniers temps entre ce qui est vu comme finalement modeste, mais d'une certaine qualité, et le très très haut du panier qui là fait des prix, c'est vrai, un peu fou. Donc j'ai parlé de La Main, par exemple, a été vendue pas loin de 3 millions de livres. Le dessin de Poussin a été vendu un peu plus, 3 millions 200 000 livres, pardon. Et hier, par exemple, cette œuvre de Fra Bartolomeo qui était derrière moi a été vendue pour environ 400 000 €. Un petit dessin, mais Fra Bartolomeo est un des plus grands artistes de la Renaissance, et c'était une merveilleuse œuvre. Et donc il y a, et c'est un peu un des problèmes, un des challenges auxquels nous faisons face, il y a finalement toute une catégorie de collectionneurs qui n'existe plus vraiment. Et tout de suite, les gens qui ont un peu d'argent, peut-être un miroir de notre société, veulent tout de suite aller au très très haut du panier, où il y a une très très grande compétition, alors qu'il est bizarrement beaucoup plus difficile de vendre un dessin à 1000 € qu'un dessin à 1 million d'euros. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, alors ici, malheureusement, à Drawing Now, nous n'aurons pas de dessin à 1 million d'euros, pas encore, même s'il y a de très beaux dessins allemands chez notre amie Suzanne Tarasiev, qui est ici présente. Nous avons essayé d'aborder la constitution, la conservation, la présentation et la transmission des dessins dans une collection publique ou privée. Si vous avez des questions, même si je sais que c'est difficile, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose? C'est toujours terrible, les débats. Suzanne. La rouille sur les dessins, comment on l'enlève? Comment enlève-t-on la rouille des dessins? Notre ami spécialiste. Je ne suis pas restaurateur. Hein. Donc, la rouille, c'est pareil, normalement, c'est par un traitement avec un bain et avec différents... Il y a différents types de rouille, et là encore, ça dépend du support, comment c'est attaché au support, si c'est collé en plein, simplement collé sur les bords ou complètement libre. Et donc il y a différentes possibilités. Souvent, par exemple, avec un coton-tige, on peut aussi le traiter de cette manière-là. Il y a différents types spécialistes, de rouille. hein. Exactement. Je suis d'accord. Est-ce que le dessin contemporain, d'ailleurs, est particulièrement vulnérable dans les collections des FRAC, par exemple? Ça, je peux pas le dire. Donc, est-ce que vous avez des problèmes de pérennité, finalement, des œuvres? Alors, pour l'instant, on n'a pas observé. Voilà, on n'a pas observé. Alors, des fois, il y a des œuvres qui sont sur calque, qui se décollent, les supports, et il faut réencadrer. Voilà, ça, c'est sûr. Il y a eu l'emploi pendant un certain temps de stylo bille. Et alors là, c'est fatal. Alors là, il ne faut pas le mettre dans le noir, il faut le mettre dans le noir. Le feutre, les dessins de Cocteau, par exemple, au feutre, se conservent très difficilement. Oui. Et c'est terrible parce qu'il y a vraiment, on peut les regarder pendant 3 minutes et ensuite il faut vite refermer. Ah, mais oui, mais ça, la conservation des œuvres d'art contemporain pose toujours des problèmes, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'évoque toujours avec Malice, moi, un achat que j'ai fait il y a quelques années d'un artiste formidable qui s'appelle Patrick Neu, qui avait travaillé à la suie dans un verre. Il avait gravé le plafond de la Sixtine dans la suie. J'avais protégé mon petit verre avec un carton.
Une femme de ménage malencontreuse m'a nettoyé entièrement l'œuvre, était ravie parce que le verre était sale, il est désormais nickel. Merci de votre attention et à très vite. Et puis nous sommes là si vous voulez poser d'autres questions. Je voulais juste en profiter pour dire que dans le cadre de l'exposition au FRA à Côte-Normandie, on organise un colloque international sur le dessin qui abordera à la fois dessin ancien et dessin contemporain et dessin moderne, avec des intervenants justement, alors c'est le 9 et 10 avril, vous trouvez sans doute le programme, selon 4 thématiques justement, exposer le dessin, collectionner le dessin, enseigner le dessin et pratiquer le dessin, et donc vraiment des acteurs des différentes sphères de l'art ancien, du dessin ancien comme du dessin contemporain. Voilà, donc je vous invite nombreux à venir à Rouen écouter ce colloque. Merci, bonne soirée.